décision du gouvernement nigérien, celle d'imposer laisser-passer désormais aux ressortissants français sur le territoire nigérien. Peut-être d'entrée de jeu, docteur Sango, est-ce une attitude à la mesure de celle de la France il y a de cela quelques mois, ou alors depuis l'arrivée au pouvoir des autorités de transition, dirigées d'ailleurs par le général Abdourahmane Tiani? Oui, je pense que c'est une décision, c'est une action souverainiste qui relève de la volonté du peuple nigérien et du gouvernement nigérien, parce que qui sommes-nous pour juger les actions d'un État? Donc, le peuple nigérien, ce qui est sûr, en prenant une telle action, a eu des motivations. Il y a des motivations qui ont poussé le gouvernement nigérien à poser cet acte-là. Et lorsqu'on l'a dit, il ne faut pas aussi dissocier cet acte-là du contexte que traverse le Niger aujourd'hui. Vous savez que le Niger est un pays qui est aujourd'hui engagé dans un processus de reprise de sa souveraineté. Et aujourd'hui, du côté du Niger, la situation n'est pas à la normale, parce que le gouvernement est un gouvernement de transition. Ce gouvernement-là est en train de travailler pour ramener son État à l'ordre constitutionnel. Et lorsqu'on sait les actions qui ont conduit ce peuple nigérien et ce gouvernement à prendre une telle action, une telle direction, on peut aujourd'hui inscrire cette action-là dans la dynamique des actions conservatoires qui visent à sécuriser le Niger, parce que c'est pour des raisons sécuritaires que les nouvelles autorités nigériennes ont justifié, d'accord, leur avenue à la tête du Niger. Donc aujourd'hui, si l'État français et bien d'autres puissances étrangères ont été identifiés comme étant des éléments qui ne participaient pas à consolider la sécurité au Niger, vous convenez avec moi que ce n'est que normal que les autorités nigériennes prennent de telles actions pour ne pas mettre en péril l'intégrité de leur territoire, mais surtout et aussi la sécurité de leur population. Eh bien, docteur Sangon, on se souvient qu'il y a quelques semaines de cela, des caches d'armes étaient découvertes du côté du Niger, des caches d'armes françaises, il faut le mentionner. Est-ce que cette attitude ou alors cette découverte a poussé le gouvernement nigérien à prendre une telle décision? Il faut peut-être situer le contexte, docteur Sango. Certains pourraient écouter et se dire qu'il s'agit d'attitudes réfractaires envers un peuple. Et pourtant, le Niger est passé par plusieurs difficultés, pas seulement depuis l'arrivée du président Abdourahmane Tiani, mais bien avant. Et l'arrivée du général Abdourahmane Tiani ne cesse de donner l'espace justement à de telles décisions. Oui, bien entendu, il faut vraiment faire une précision, parce qu'il y a beaucoup qui pensent aujourd'hui que les nouvelles autorités nigériennes seraient dans une situation de revanche, seraient en train de faire le principe de réciprocité des relations internationales, parce que plusieurs fois cette puissance française-là lui aurait commis, n'est-ce pas, des forfaits. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit aujourd'hui tout simplement de sécuriser le territoire nigérien conformément à son principe de sécurité, de souveraineté. Vous avez très bien fait de rappeler le contexte. Le contexte est essentiellement sécuritaire. Et dans cette dynamique de sécurisation du Niger aujourd'hui, les autorités nigériennes ont maintes fois découvert des armes camouflées sur leur territoire. Et ces armes-là ne se camouflaient pas de manière ex nihilo. Il y avait bel et bien des acteurs qui participaient à de tels actes. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il n'y a pas une autre raison qui pourrait expliquer l'action du gouvernement nigérien que en dehors des raisons sécuritaires. C'est la sécurité, c'est la souveraineté. Ce peuple-là aujourd'hui veut que son territoire soit totalement en quiétude. Vous savez que ces autorités-là sont engagées dans un programme
dans un programme, n'est-ce pas, ici, de restauration de l'ordre constitutionnel. Et pour que cet ordre constitutionnel revienne de manière normale, il faut d'abord que la première condition que j'appellerais de sine qua non soit d'abord remplie. Et cette condition-là, c'est la restauration de l'intégrité territoriale. Il n'y a plus question qu'un seul territoire du Niger échappe au contrôle du gouvernement nigérien. Vous savez que à l'époque du président Bazoum, il y avait plusieurs régions, plusieurs localités dans ce pays-là qui n'étaient pas sous l'autorité gouvernementale, parce que les djihadistes et les rebelles étaient entretenus par ces puissances occidentales. Donc aujourd'hui, vous convenez avec moi que ces autorités-là attendent donc résoudre ce problème de manière définitive, et la résolution de ce problème-là passe par ce genre d'action, peut-être dur, mais important pour l'avenir. Mais pourquoi pas des citoyens américains aussi, des citoyens autres que les citoyens français? Non, on ne va pas aller très vite en besogne. Ce qui est sûr, ce gouvernement-là travaille de manière progressive. Avant de poser l'action, il se rassure d'abord de la causalité. Donc ce qui est sûr, en interdisant ou en imposant une telle mesure aux citoyens français, c'est justement parce que le gouvernement nigérien a eu des preuves que ses ressortissants ou alors cet État français avait, n'est-ce pas ici, des actions belliqueuses sur son territoire. Ce qui est sûr, si une autre puissance est identifiée dans de pareilles conditions, le Niger ne va pas, n'est-ce pas, hésiter à prendre une telle décision. Vous savez que même lorsque le Niger a décidé de chasser la France de son territoire, de rapatrier ou alors d'expulser les soldats français, ça ne s'est pas fait immédiatement avec les soldats américains. Vous avez vu qu'il y a eu un temps qui a séparé, n'est-ce pas, le départ des forces militaires françaises et le départ des forces militaires américaines. Donc moi je pense que le temps est un temps processuel, c'est un temps qui est caractérisé par la recherche des preuves. Il faut d'abord les preuves avant d'agir. On n'agit pas de manière ex nihilo. Et lorsque vous voyez les actions que ce gouvernement-là pose depuis que ces autorités-là sont à la tête du Niger, ces actions-là sont toujours justifiées par des actions qui restent objectives. Depuis le mois de juillet 2023, de nouvelles autorités sont à la tête du Niger. Elles s'ensuit depuis ces différents mois écoulés des décisions fortes concernant la relation entre le Niger et la France. Après avoir demandé le retrait de ces militaires français du territoire nigérien, on a vu évidemment cette sortie qui demandait également, ou alors qui dénonçait les accords militaires entre les États-Unis et le Niger. Aujourd'hui, c'est une surveillance de près envers les citoyens, les ressortissants français voyageant au sein du Niger. Est-ce que cela cache une nouvelle information? Cela pourrait cacher une nouvelle information à travers des services secrets, peut-être pas forcément russes, concernant une présence française, vous avez utilisé le mot tout à l'heure, belliqueuse, sur le territoire nigérien. Oui, peut-être pour mentionner aussi qu'en février dernier, il y avait cette découverte de cache d'armes dont on parlait tout à l'heure. Absolument. Cette découverte de cache d'armes était, à mon avis, le bol qui avait été la goutte d'eau qui avait débordé le vase dans cette relation entre le Niger et la France. Parce que ces caches d'armes-là ne pouvaient pas se faire sans les actions d'un certain nombre d'éléments, d'acteurs. Et parmi ces acteurs-là, il y avait bel et bien certains Français qui étaient présents sur le sol nigérien. Parce qu'il faut dire, ce n'est pas parce que le Niger a demandé de l'expulsion des forces militaires françaises que tous les Français seraient expulsés du côté du Niger. Il faut rappeler qu'il y a les citoyens français qui sont au Niger pour le travail, par exemple, ou alors pour d'autres activités autres que l'activité militaire. Donc aujourd'hui, il est question que ces ressortissants français donc là fassent l'objet, n'est-ce pas, d'un contrôle accentué, parce que les autorités nigériennes se sont
ont constaté sur le terrain que ces caches d'armes-là se faisaient aussi et surtout par l'action de ces citoyens français-là. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, Madame Cassandra, c'est quoi? C'est que le Niger est totalement décidé de prendre en main sa souveraineté. Et cette souveraineté-là passe inlassablement par l'implémentation d'un certain nombre d'actions. Et parmi ces actions-là, aujourd'hui, il y a des actions très sévères, très dures qu'il faut prendre, telles que cette action que le gouvernement nigérien vient de prendre là aujourd'hui. Parce que le processus d'impérialisme et de colonisation auquel les puissances occidentales ont assujetti les peuples africains, les pays africains en général et le Niger en particulier qui fait l'objet de notre exploration ce soir, c'est un processus, n'est-ce pas, qui se faisait aussi et surtout avec l'action des Indo-colons. Donc, lorsque le Niger décide d'imposer un laissez-passer à ces populations françaises là présentes du côté du Niger, c'est une action conservatoire qui vise à se sécuriser contre les intentions de ces ressortissants français. Et il y a aussi à côté de ces ressortissants français des Nigériens aussi, parce qu'il ne faut pas souvent isoler les endocolons qui travaillent aussi en concubinage incestueuse avec les puissances occidentales. Il est important aujourd'hui que les autorités nigériennes aussi travaillent dans le sens d'identifier ces endocolons-là, parce que ces caches d'armes qu'on avait découvert du côté du Niger étaient bel et bien dans des maisons des Nigériens. Ce n'étaient pas des maisons qui étaient des maisons appartenant aux Français. Et ça veut dire que c'était bel et bien des Nigériens qui ont mis à la disposition de ces puissances françaises leur maison. Donc il faut aussi et surtout travailler aussi dans le sens de l'identification de tous ces Nigériens qui n'arrivent pas encore à comprendre que lorsque le territoire est menacé, lorsque le territoire est en danger, tout le monde doit converger vers l'action gouvernementale. Donc c'est l'un des problèmes également auxquels les autorités nigériennes, à mon avis, doivent, n'est-ce pas ici, s'attaquer pour espérer ramener la sécurité du côté du Niger, parce que ces puissances occidentales ont souvent des mécanismes d'infiltration, de pénétration et de déstabilisation. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que de manière officielle ils ne sont plus au Niger que les autorités nigériennes vont penser que c'est fini. Ces autorités-là doivent rester en éveil, multiplier les actions de contrôle pour que jour après jour que les velléités de déstabilisation planifiées par ces puissances-là ne puissent pas s'implémenter sur le terrain. Et c'est en cela qu'il faut saluer aujourd'hui le haut niveau de renseignement que ce peuple-là regorge aujourd'hui. Vous savez que avant, cet État-là était frappé à tout moment parce que le renseignement était entre les mains, entre guillemets, de l'ennemi. Et c'est l'ennemi qui avait le renseignement. Et c'est ce problème de renseignement qui a fait défaut à plusieurs États africains pendant plusieurs années. Et même du côté du Tchad, on a vu que c'est le renseignement qui avait fait défaut et qui a participé à tuer le maréchal Idriss Déby. Donc aujourd'hui, on voit bel et bien que les autorités nigériennes ont un partenaire important, efficace, qui les accompagne dans ce renseignement-là. Et ce renseignement-là permet donc d'identifier les actions belliqueuses en amont avant leur implémentation en aval. Donc il faut saluer ce partenariat. C'est ce genre de partenariat qu'on encourage aujourd'hui sur le continent africain. On n'a plus besoin de rester dans des partenariats monocolores, des partenariats liés qui nous obligeaient de faire seulement avec eux. Donc aujourd'hui, on voit bel et bien que les autorités nigériennes ont la nette volonté de diversifier leurs partenariats et d'agir de manière souveraine, libre et volontaire sur le plan international. Et cette action prise par ces autorités nigériennes est une action qui témoigne de la souveraineté. Parce que si un peuple n'est pas souverain, si un peuple n'est pas indépendant, il est difficile qu'il puisse prendre une telle action. Donc, on comprend bel et bien que au fil du temps, le Niger démontre à travers des actions qu'il n'est plus un peuple sous tutelle, qu'il n'est plus un peuple influencé par une puissance occidentale. Il est désormais un peuple
capable de poser des actes et de les assumer. Peut-être avant de revenir sur un tout petit détail, Docteur Sango, est-ce un message que le Niger essaye de passer aujourd'hui à la France? Je le rappelais d'ailleurs dans mon introduction, plusieurs ressortissants nigériens ou encore maliens ou burkinabés avaient été d'une certaine manière refoulés alors qu'ils venaient pour des études en France. Aujourd'hui, cette décision du gouvernement nigérien est-elle dans l'optique de passer un message à la France sur le plan diplomatique, sur le plan de ce qu'on appelle habituellement le rapport de force? Oui, et vous savez que dans les relations internationales comme dans les relations diplomatiques, aucune action n'est souvent neutre. Chaque action est parsemée et caractérisée par des enjeux. Oui. Et c'est dans cette logique-là qu'aujourd'hui, on ne saurait dénuder à cette action du gouvernement nigérien, n'est-ce pas, des enjeux et des symboles en termes de messages. Ce qui est sûr, le message, n'est-ce pas, ici, est passé. Et c'est un message que les autorités nigériennes veulent passer vis-à-vis, n'est-ce pas, ici, de la France. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que dans ces relations diplomatiques qui caractérisent la France et le Niger, ces relations-là n'ont pas toujours été dans les bons offices en ce qui concerne les autorités nigériennes, en ce qui concerne le Niger. On a vécu plusieurs fois des actions diplomatiquement incorrectes de la part des puissances occidentales, de cette puissance-là. Et c'est cela également qui faisait problème dans ce partenariat entre la France et les puissances occidentales. On avait la ferme et la nette impression que il n'y avait pas, n'est-ce pas, une relation de respectabilité réciproque. On avait la nette impression que la France pouvait se donner le torse de violer les principes diplomatiques, le torse de violer le droit international envers les États africains sans toutefois s'inquiéter. Donc dans sa tête, justement, elle le faisait parce que elle concevait les États africains non pas comme des États à part entière sur le plan international. Pour cette France-là, la souveraineté des États africains est une souveraineté douteuse, est une souveraineté manipulable, est une souveraineté qu'on ne peut pas mettre au même titre que la leur. Donc aujourd'hui, vous comprenez bel et bien que lorsque le Niger prend de telles actions conservatoires, ce n'est pas seulement pour sécuriser leur territoire, mais c'est aussi et surtout pour montrer à la communauté internationale que le droit est, n'est-ce pas, général. Le droit, n'est-ce pas, ici, n'est pas seulement réservé à une catégorie d'État. Au même titre que la France peut se donner le droit de refouler sur son sol les autorités nigériennes ou alors d'imposer aux autorités nigériennes ou aux citoyens nigériens certaines actions du droit qui seraient discriminatoires. Au même titre également, le Niger a le droit aujourd'hui de poser des actions conformément à ses intérêts. Donc moi je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation qui montre que les relations entre la France et le Niger aujourd'hui entendent d'être des relations équilibrées. Ce ne sont plus des relations, n'est-ce pas, déséquilibrées où on avait d'un côté un État qui avait tous les droits et de l'autre côté un État qui n'avait que les devoirs. Donc dans ce qu'on appelle les relations internationales, il y a cette équitabilité-là qui est souvent démise, du moins lorsque deux États souverains se trouvent, n'est-ce pas, en partenariat sur le plan international, c'est souvent équilibré et du point de vue des principes diplomatiques, mais aussi et surtout du point de vue des relations internationales. Donc on peut aussi expliquer l'action du Niger par ce principe de réciprocité des relations internationales. Tu me fais quelque chose, je réagis conformément, n'est-ce pas, ici, à mon intérêt et conformément à ce que le droit international me permet
faire. Merci, docteur Sango. Mais est-ce que le Niger peut réellement avoir ce monopole de contrôle sur les voyageurs français? On rappelle qu'ils, la plupart du temps, se retrouvent sur le territoire nigérien en 10 ans, venir travailler pour des organisations non gouvernementales, par exemple. Est-ce que le Niger peut réellement avoir ce monopole de contrôle? J'ai envie de dire que s'il n'a pas encore ce monopole de contrôle, il doit chercher à l'avoir. Il doit chercher à l'avoir parce qu'aujourd'hui, c'est un élément qui participe de sa souveraineté. Okay. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes souverain lorsque vous n'avez pas le total contrôle des passagers, des citoyens qui entrent dans votre territoire. Vous devez connaître qui entre, vous devez connaître qui sort. Donc, moi, je suis aujourd'hui dans une logique qui voudrait que le Niger doit chercher à asseoir ce monopole de contrôle-là sur son territoire. Ce monopole-là doit être vraiment absolu. Et il n'a pas besoin de le sous-traiter. Donc, moi, je pense que le Niger a des moyens aujourd'hui, voire absolus, pour exercer une telle action. C'est une action de souveraineté. Et toute action de souveraineté ne mérite pas qu'elle soit sous-traitée. Toute action de souveraineté doit toujours être menée de manière absolue par le gouvernement. Merci, docteur Sango. Et bien...